jailbreak. Got no time for a mistake. Any moment till the day breaks. No more time to get to know you. I've been working on a jailbreak. Keep it calm with the fast pace. Any moment till the day breaks. No more time to get to know you. Now I'm living in a dream. Now I'm living in a dream. Il était votre appareil électrique. Est-ce que vous préférez que je fasse la présentation en français ou en anglais? En français. Chaque équipe dispose de 20 minutes pour faire la présentation. J'afficherai un carton qui vous restera 10 minutes, 5 minutes et 2 minutes, 30 secondes aussi. Et lorsqu'il vous restera 10 secondes, je vous ferai avec le menu ici. Lorsque la présentation sera terminée, je vous le dirai. Ensuite, il va y avoir une période de 5 minutes de questions que je stopperai après 5 minutes aussi. Et je vais juste spécifier que les juges ont besoin de poser minimum une question. Donc, j'inviterai maintenant les juges à se présenter. Bonjour, je m'appelle Pierre-Luc Lafontaine, je suis comptable. Benjamin Lompré, je suis fiscaliste chez Lemay-Lorraine. Antoine H, je suis directeur régional de Groupe Investor. Jean Paquin, je suis comptable aussi. Est-ce qu'on peut avoir les cartons de temps, s'il vous plaît? Donc, bonjour Madame Grégoire. Nous sommes ici aujourd'hui pour répondre à vos interrogations fiscales. Après 6 ans comme employé cadre dans l'entreprise Portes et Fenêtres McShane, vous êtes une très belle preuve de leadership féminin en affaires. Aujourd'hui, vous avez une très belle opportunité de suivre les valeurs d'entrepreneuriat de votre famille. En effet, vous avez la chance d'acquérir l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Par contre, vous avez quelques questions sur les implications fiscales que cela a lieu. Donc, Anderson Amos, Marie-Claire Barry, ainsi qu'à moi, Alice Gagné, allons vous répondre sur la planification fiscale à faire pour cette acquisition. Et nous allons aussi profiter pour vous mentionner divers points fiscaux qui vous permettraient d'optimiser votre solde. Donc, pour commencer, nous avons décidé de regarder le dossier fiscal de votre entreprise, de l'entreprise que vous voulez acquérir. Pardon. Donc, on sait que M. McShane aime donner des bonus aux employés. C'est quelqu'un qui est très généreux quand ses employés se trouvent performants. Donc, c'est une rémunération incitative et il dit donner des bonus. Par contre, on n'avait aucun montant, aucune façon comment il le faisait. Il faut savoir que c'est un bonus qui est déductible pour l'entreprise, mais il doit les verser dans les 180 jours après l'exercice. Puis, bien entendu, pour les employés, ils vont s'imposer sur une base de comptabilité de caisse. En ce qui a trait au bâtiment qu'il a acquis et qu'il a aussi rénové, on voulait dire que c'est dans la catégorie 1, 4%, puis qu'il n'était pas acquis neuf. Les rénovations qu'il a fait, c'est bien important qu'il les ait inclus comme des frais capitalisables. Donc, ils vont se rajouter au coût de l'immeuble et ils vont être amortissables. Et finalement, l'intérêt qu'il a eu sur l'emprunt qu'il a contracté seront déductibles. Et il avait aussi indiqué qu'il y avait eu beaucoup de gains dans la juste valeur. Il faut s'assurer qu'il va y avoir un gain capital. Maintenant, vous avez vous-même remarqué que tous les frais de déplacement pour les vendeurs ainsi que leur repas étaient tous déduits dans le revenu imposable. Par contre, il faut savoir que seulement 50% des repas vont être déductibles et il faut s'assurer de la règle des 12 heures, donc que les vendeurs soient à l'extérieur pour 12 heures et bien sûr en dehors de leur zone métropolitaine.
Vous offrez, M. McShane en fait offre des repas à ses employés pour le récompenser. On s'est fait dire que c'était un montant de 5 000 $. Ce serait bien de savoir combien d'employés qui sont inclus dans ces repas-là parce qu'il y a une règle qui veut que ce soit un maximum de 100 $ par employé. Lorsque ça dépasse le 100 $, ça va devenir totalement imposable pour les employés, mais par contre, ça reste toujours déductible pour l'entreprise et il y a un maximum de 6 repas par année qui vont pouvoir être déductibles. Ensuite de cela, M. McShane a beaucoup de chances à ses employés de faire des études, d'aller se perfectionner. Il rembourse tous les frais. Par contre, c'est bien important de savoir qu'il faut que ce soit des études qui sont reliées à l'emploi. Donc, il faut que ce soit des études qui vont permettre à l'employé d'améliorer ses compétences, d'être meilleur à l'emploi, donc de pouvoir permettre à l'entreprise de générer des plus gros revenus. Sinon, ça ne sera pas du tout déductible. Et ça sera un avantage imposable pour l'employé. Maintenant, il y a une voiture qui est fournie pour le chef de production. Elle a une valeur de 45 000 $. Il faut savoir que lui, il s'imposait sur un court montant, mais pourtant, ça représente un avantage imposable. Cet avantage imposable-là est de 2 % du coût de 45 000 $. Il y avait aussi le droit à une réduction, on a indiqué 30 %. En fait, c'était le moindre de 1167 x 12 ou de ses 500 km personnels par mois. Donc, ça faisait un montant de 3 239 $ pour les droits d'usage. En ce qui a trait aux frais de fonctionnement, c'est 27 sous par kilomètre personnel sur un total de 6 000, mais puisqu'elle était utilisée principalement pour des fins d'affaires, on peut faire le choix d'utiliser la moitié des frais d'usage. Donc ici, il y a une économie de 7 $. C'est bon à savoir que s'il prend un peu plus ses frais personnels, bien, il y a toujours le choix de prendre la moitié de ses droits d'usage. Pour l'entreprise, on a la déduction pour l'amortissement, c'est dans la catégorie 10.1, donc 30 %. On ne savait pas quand la voiture avait été acquise. Donc, ça serait 30 %, ça serait 9 000 $. Mais si c'est la première année qu'il a acquis, il y a la règle du demi-taux qui s'applique. Donc, on va falloir faire le 15 % et les frais de fonctionnement vont être déductibles pour l'entreprise. Lorsqu'on fait une addition d'entreprise, il faut juste se demander si on fait une vente d'actifs ou une vente d'actions. Donc, premièrement, vous voulez saisir l'opportunité d'acquérir l'entreprise de portes et fenêtres de M. McShane. Donc, l'implication, et surtout que M. McShane veut rester impliqué à peu près à 10 % dans la compagnie, d'avoir des actions de 10 %. Donc, il y a différentes options qui s'offrent à vous. Donc, on veut savoir les impacts pour les deux parties. Donc, premièrement, ultérieurement, on va vous expliquer vraiment les deux méthodes qui est la vente d'actifs et la vente d'actions, et aussi les avantages et inconvénients, soit l'impôt à payer et la négociation qu'on va faire au niveau de l'entreprise. Donc, premièrement, pour la déduction en lien en capital, il faut se demander si les actions sont des AAPE. Et puisque c'est des AAPE, il faut se demander aussi si on respecte les critères. Soit d'être une société exploitant une petite entreprise, une SCPE. Et pour être une SCPE, il faut être une SPCC et aussi avoir 90 % de la juste valeur marchande des actifs qui est exploité principalement dans le cadre d'entreprises actives au Canada. Donc, puisque oui, c'est une SPCC parce que monsieur est canadien, et aussi, le deuxième critère, c'est de détenir les actions depuis plus de 2 ans. Et le troisième critère serait, pendant les 2 ans, 50 % de la JVM des actifs est exploité dans le cadre, principalement dans le cadre d'une entreprise active au Canada. Donc, si on peut voir, est-ce qu'on respecte les critères? Donc, ici, on peut voir que la JVM, on peut voir toute la JVM de chaque actif. Et la seule actif qui est non admissible, c'est les placements à 1,8 million. Et aussi, il faut noter qu'on aurait pu calculer l'achandage si on avait eu la juste valeur marchande de l'entreprise au total. Donc, la juste valeur marchande, l'achandage se calcule les actifs nets moins les capitaux propres. Et donc, ça donne le total. Et puisque nous avons considéré que les placements étaient non admissibles, ça vous donne 87 de la JVM des actifs. Et donc, ce n'est pas admissible, il faut purifier. Donc, pour faire une purification, on peut premièrement rembourser les fournisseurs puisque l'encaisse est quand même assez grande de 500 000. Donc, c'est sûr qu'en remboursant des fournisseurs, on peut toujours devenir profitable. Et sinon, on peut faire une création d'une société de gestion. Mais comme monsieur nous a demandé que c'était une passion pour lui de faire des placements, on a pensé à justement sortir les placements et les mettre en société de gestion pour que monsieur les garde avec lui. Et aussi que les impacts que ça aurait, c'est que ça diminuerait le prix des actions et aussi il y aurait un report de l'impôt qui se ferait. Donc ici aussi, le deuxième critère était le 50 %. Et on peut voir qu'en 2014, le 50 % est grandement respecté. Donc le critère est satisfait. Donc, maintenant qu'on sait que M. McShane a le droit à la DGC, on peut poursuivre avec les deux méthodes possibles qu'on peut faire pour acquérir l'entreprise, soit la vente d'actions ou la vente d'actifs. Donc, pour la vente d'actions, tout d'abord,
on va calculer les conséquences pour M. McShane, puis on va faire une analyse plutôt quantitative en commençant pour voir l'impôt à payer qu'aura payé M. McShane et le prix qu'il voudra vendre ses actions ou ses actifs. Donc, si on commence avec la vente d'actions, on voit que M. veut retirer ses placements. Donc, les placements étaient à la hauteur de 1,8 million. Donc, on avait une juste valeur marchande qu'on a calculée, soit la juste valeur marchande des actifs, moins ces placements-là, moins les passifs, ça nous donne la juste valeur marchande de l'entreprise. Donc, ça va être une méthode de diminuer la juste valeur marchande de son entreprise pour qu'il y ait un bien capital moindre. Ensuite, il y a le retrait du CV. On sait qu'en 1991, il a incorporé la société pour 10 000 $. Le CV, c'est un montant qu'on peut retirer libre d'impôt. Donc, celui-là, il pourrait le retirer et ça viendra diminuer la juste valeur marchande. Et allocation de retraite, ça, il devra le faire avant de vendre l'entreprise. Il est là depuis 1991, puis avant 1996, il pouvait se verser une allocation de retraite, soit de 2 000 $ pour les années de 88 à 96. Donc, il aurait le droit à un certain montant pour pouvoir retirer, qui se pourrait verser, de son entreprise. Cela, il pourrait le mettre sans affecter ses cotisations à son REER. Donc, si on y va plus en détail dans les calculs, on voit que, comme je l'ai mentionné, la juste valeur marchande, je l'ai calculé avec les actifs de la JVM, moins ses placements qu'il veut retirer, et moins les passifs. Donc, le prix de vente initial était de 11 millions à peu près. On vient enlever le CDC. Le CDC, c'est un autre compte en capital, dividende en capital, qui peut se verser libre d'impôt, donc 72 000 $. On enlève le CV qui avait investi, moins l'allocation de retraite 12 000, soit 2 000 pendant 6 ans. Ça nous fait un prix de vente de 11 millions. On sait qu'il voulait garder 10 %, donc on prend comme hypothèse qu'on va juste vendre 90 % d'entreprise, donc ça nous fait un prix de vente de 9,9 millions $. Donc les conséquences pour M. McShane suite à cette vente-là, c'est qu'on aura le produit de position qu'on a calculé de 9,9 millions, moins son PVR, soit le montant qu'il avait investi initialement, qui n'a pas changé, de 10 000 $. Ça nous fait un gros gain en capital de 9,9 millions aussi, moins la DGC, qu'on a calculé qu'il avait le droit. Ça nous fait un gain en capital de 9,1 millions $, donc déductible à 50 %. Donc le gain en capital imposable est de 4 millions. Je voulais aussi rajouter pour la vente d'actions. Le montant est assez important. Donc lui, il voudra voir si la vente d'actifs est plus profitable pour lui. C'est pour ça qu'on poursuit avec la vente d'actifs. Dans le fond, il peut choisir les actifs qu'il veut vendre et vice-versa pour l'acheteur peut décider quels actifs il veut et ainsi ils pourront négocier. Et l'avantage de la vente d'actifs, c'est que pour vous, madame, vous n'aurez pas à avoir les passifs de la compagnie. Donc le passif fiscal et les passifs de l'entreprise ne seront pas transmis à vous. Donc qu'est-ce qu'on a fait ici? On a fait un petit tableau sommaire pour savoir c'est quoi l'impôt à payer pour M. McShane. On dit un peu sommaire parce qu'il nous manque un peu d'informations pour calculer certains revenus, tels que des revenus de récupération sur certaines immobilisations. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on avait la juste valeur marchande des actifs. On voit que le placement n'est pas là puisqu'il l'a retiré de son entreprise. Donc, lorsqu'on dispose d'une immobilisation, on allait à la juste valeur marchande moins le PBR qu'il y avait. Donc, si on va à la colonne de revenus de biens, par exemple, pour l'immobilisation corporelle, il y aura un revenu de biens, un gain capital dans le fond, de 791 000 $. Donc, on fait ça pour chaque bien. Et aussi pour les biens amortissables, ça affecte notre CDC. Donc, on met dans la colonne CDC. Donc, ça augmentera le compte de CDC et donc le dividende qui peut se verser libre d'impôt. Donc, le prix de vente en tant que tel pour les actifs sans les placements est de 12 millions. On vient ensuite enlever les passifs de la compagnie parce qu'il doit rembourser les passifs qu'il avait dans sa compagnie. Donc, les passifs étaient de 2 millions à peu près, moins l'impôt à payer. Comment on a calculé l'impôt à payer? Dans ce cas-ci, on a juste pris le revenu de bien fois le taux d'impôt pour cette colonne-là, soit 49 % environ. Techniquement, il y aurait aussi du revenu pour le REEA qui sera dans ce cas-ci à 19 %, mais on n'avait pas l'information pour cela, donc on le laisse nul pour l'instant. Mais il y aura certainement un revenu, un impôt plus élevé à payer. Donc, après, il se verse le CDC, qui était à ce moment-ci de 2 millions, puisqu'on avait le 72 000 du début, plus les 2 gains qu'on a eus. Donc, il se verse le CDC libre d'impôt. Ensuite, il y a le droit à un remboursement à titre de dividende. Ça, c'est le moindre de soit le solde IMRTD qu'on a ici, ou un tiers des dividendes réputés versés qu'on verra plus loin. Dans ce cas-ci, le IMRTD était plus petit.
Donc on choisit le 550 000 qu'il va recevoir lorsqu'il aura le dividende réputé. Donc ça nous fait à peu près 7 millions. L'impôt sur le dividende réputé est à peu près de 2 millions, soit 39% sur ce dividende-là. Donc l'argent disponible pour lui était d'environ 6 millions, soit le montant qu'il a reçu, moins les impôts à payer et moins les passifs. Donc on avait aussi quelques notes par rapport à certains postes. Dans ce cas-ci, ça n'affecte pas trop parce que l'ajustement de la valeur marchande est égal à la valeur comptable, donc il n'y a pas de gain ou de perte. Donc, ben pour le client, c'est tout avantageux de faire le choix de l'article 22 pour considérer que le client garde sa nature et s'il y avait une perte ou un gain, ce serait du REA et non du gain capital. Et par la suite, madame, vous pourrez poursuivre, prendre des provisions encore sur ces comptes clients-là, puisqu'ils vont garder leur nature. Pour le stock, c'est l'article 23 qui s'applique automatiquement. C'est considéré que les stocks, lorsqu'il y a vente comme ça, ils sont considérés être vendus dans le cadre de l'exploitation d'entreprise. Donc, ce sera un REA dans ce cas-ci. Pour les immobilisations corporelles, comme je l'ai mentionné tantôt, le calcul, c'est vraiment l'ajustement de la valeur marchande moins le PVR qui nous donne un gain en capital imposable de 761 000 qui vient aussi affecter notre compte de CDC. Et la perte ou la récup, on n'avait pas les informations encore de la FNAC. On ne l'avait pas dans les documents, dans les documents que vous nous avez fournis, pardon. Donc, ça nous fait, c'est ça, comme j'ai mentionné, 700 000 de gain en capital imposable. Même principe pour les immobilisations incorporelles, c'est la disposition sur l'ajustement de valeur marchande moins le PVR. Ça nous donne ici un gain en capital imposable de 1,2 million. Et il faudrait également voir si c'est dans ce compte-là de immobilisation incorporelle, il y a des immobilisations admissibles, puisque dans ce cas-là, ça affectera aussi notre REA et notre CDC. Ça ne sera pas considéré comme un gain en capital. Donc, l'impact là, on va comparer un peu plus l'analyse qualitative de la vente d'actifs et de la vente d'actions. La vente d'actions, si on commence, on voit que le montant à payer est de 9 millions. Donc, c'est moindre que le montant payé pour la vente d'actifs. On assure le passif fiscal de l'entreprise ici, le passif fiscal et les dettes. Toutefois, on considère que ces montants-là sont acceptables. Il n'y a pas vraiment de grosses erreurs qui ont été faites. Les passifs, le ratio d'endettement est d'environ 15 donc on considère que c'est très bon comme un ratio. Donc, ça n'affecte pas notre décision. Si on poursuit après avec l'achat d'actifs, le montant payé est beaucoup plus supérieur, soit 12 millions. Ça n'inclut pas le passif fiscal, on choisit les actifs que l'on veut acheter. Ça implique la création d'une société, puisqu'on vous suggère de créer une société de GESCO pour acquérir l'entreprise, pour ainsi protéger cet actif-là et ainsi pouvoir avoir des meilleurs taux sur la société de gestion. Et le montant de l'activité seront plus importants à ce niveau-là. Donc, nous, la recommandation qu'on fait pour l'acquisition de l'entreprise, c'est vraiment l'achat par les actions. Pourquoi? Puisque le montant est moindre, le passif fiscal est acceptable, les dettes ne sont pas très grosses non plus. Donc, on aura le contrôle et on pourra donner le 10% que M. McShane voulait avoir, et ainsi, il pourra être impliqué dans l'entreprise et prendre certaines décisions encore. C'est ça, c'est bon. Merci. Donc, aussi une poursuite avec Jessie Grégoire. Aussi, quand on fait une acquisition de contrôle, on a 50%, quand on acquit une entreprise, il y a une acquisition de contrôle qui se fait parce que 50% est plus de la valeur marchande, 50% est plus des actions, excusez-moi. Les entreprises est acquis. Donc, Jessie va acquérir 90%, donc il y a une acquisition de contrôle. Bon, comme on peut voir, la fin d'année est réputée immédiatement avant la question de contrôle. Par exemple, si elle décide d'acquérir le 1er janvier, bien, elle peut faire un choix prolongé de 7 jours. Aussi, il va y avoir des déclenchements des pertes en capital net avant la question de contrôle, le déclenchement des pertes latentes sur biens amortissables, les pertes latentes aussi sur immobilisation à domicile. Aussi, on peut faire un choix de déclencher des gains et des pertes, de déclencher un gain pour avoir un prix de disposition réputé. Donc, par exemple, si vous avez une perte, vous avez des pertes en capital net, et vous choisissez un prix de disposition afin de balancer la perte en capital, puisque la question de contrôle, c'est vraiment un mur, et on peut pas prendre les pertes en capital de l'année d'avant pour l'année suivante. Donc, il faut vraiment respecter ces critères-là.
Aussi, il y a les PAC, deux conditions, qui soient la quantité d'exploitation et aussi le montant supérieur du revenu. Il ne faut pas que ça aille le montant soit supérieur au revenu d'entreprise. Donc, puisque les PAC respectent ces conditions-là, donc on va pouvoir les prendre de l'année à l'année. Donc, ici, on a le salaire et le dividende. Le salaire, donc, on peut voir, on peut voir les avantages et les inconvénients de chacun. La contribution REER qui est vraiment importante, aussi les frais de garde. Et ici, pour le dividende, c'est vraiment le plus petit taux et la flexibilité. Donc, aussi, il y a les inconvénients, c'est le taux marginal et le DES. Donc, ici, on peut voir que le versement de salaire, on peut voir aussi que les frais déductibles sont de 15 000 et que le salaire minimum, c'est 25 500. Et on peut aussi verser un salaire au REER. Puis aussi, on a le versement de dividende. Donc, parfait. Donc, votre situation familiale, en fait, vous êtes marié à Annick Tremblay. Vous avez aussi 3 enfants mineurs, donc ça a, comme on avait dit, ça a quand même un impact sur les choix fiscaux. Donc, vous vous demandez si vous devez verser des salaires ou des dividendes. On sait que les salaires, il faut regarder surtout pour qu'est-ce qu'il y ait des REER et aussi pour les déductions pour enfants. Donc, vous avez des enfants qui sont jeunes. Il y a des régimes d'épargne qu'on voulait vous conseiller aussi. En fait, les REER, vous les cotisez déjà, mais il y a une option qui est quand même assez intéressante, c'est que vous cotisez vos montants dans les REER de votre conjoint. Donc, lui, puisqu'il ne fait pas encore de revenus, bien à la sortie, il risque d'être avec des taux de position marginale un peu inférieurs. Par contre, il ne pourra pas ressortir les montants que vous avez cotisés dans ses REER avant 3 années. Vous avez aussi dit que vous voulez gâter vos enfants, vous voulez qu'ils aillent aux études. Donc, ce serait quand même intéressant de cotiser tout de suite dans un REEE, qui est un régime d'épargne études étudiants. Vous avez les 3 enfants, il va y avoir une contribution du gouvernement, ça va être les enfants qui vont être imposés à ce moment. Ensuite, votre résidence principale, on a vu que l'hypothèque était de 220 000, la juste valeur en ce moment était 450 000. On s'est dit que peut-être c'est pas à cause d'une grosse mise de fonds initiale, c'est peut-être parce qu'elle va avoir un gros gain capital. On voulait juste vous rappeler que vous avez le choix de faire la résidence principale, puis ça va faire que vous allez avoir aucun gain capital. Ensuite de ça, vous avez des revenus de placement et des pertes de placement. Il faut savoir que les pertes sont déductibles à 3D comme perte de gain et vos revenus seront bien sûr à 3A. Les intérêts sont déductibles et à savoir que les frais de courtier vont venir augmenter le PBA et ce n'est pas une déduction. Alors, on vous conseille d'incorporer vos placements parce que vous commencez à vous créer de l'actif. Donc, voilà. Catalina, on s'entend pour vous faire un don. Le don ne sera pas, il n'y aura pas de règle d'attribution puisque vous êtes majeur et le prêt va être fait par votre mère. Il faut savoir, on a fait les analyses des prêts. Ça serait intéressant de prendre votre mère. Par contre, il ne faudrait pas qu'elle s'intègre trop dans l'entreprise parce que si elle se met à prendre le contrôle en haut de 25 %, l'entreprise va être associée. Quand l'entreprise est associée, il y a un partage à l'EPA, ça diminue les crédits, c'est moins intéressant et on ne vous conseille pas de prendre le prêt d'une banque. La présentation est terminée. Donc, il va y avoir une période de 5 minutes de questions. D'entrée de jeu, je veux dire, je suis quand même impressionné pour le temps qu'on vous a resté. Vous avez fait un bon ouvrage. Je vais vous poser une question. Tout à l'heure, c'est méchant, mais je veux distinguer les deux. Si le prêt de 80% part directement de la société de gestion appartenant à madame, puis il va à la société de gestion de sa fille, advenant que la fille fasse faillite, qu'elle ne soit pas capable de rembourser le prêt, ça va être quoi le traitement du prêt? Le traitement, dans le fond, ça va être considéré, si elle fait faillite, ça sera considéré comme un PTPE, puisqu'il a prêté avec un taux d'intérêt. Donc, ça sera déductible contre tout revenu si la fille fait faillite. Avez-vous d'autres questions? J'en ai une pour la purification. C'est pas vraiment encore une question piège, juste pour vous donner un peu plus de temps, puisqu'il y avait beaucoup de contenu dans votre présentation. Vous m'avez parlé de purifier la compagnie de gestion, cette possibilité-là. Je me mets du côté de M. McShane. Je pense que lui, s'il purifiait, ça lui donnait le droit à sa DGC, quelque chose comme ça. Finalement, c'est pas ce qui était retenu, mais bon. De quelle manière il pourrait procéder pour purifier en créant une compagnie de gestion? En fait, c'est ce qu'on avait proposé, c'est qu'il va purifier la compagnie de gestion en roulant ses placements. Quand il va rouler ses placements sans impact fiscal, il va avoir ses placements dans une GESCO, il va pouvoir continuer sa passion. Il a représenté 13 % de non-admissible de la JVM. Donc, après avoir roulé le 13 %, la compagnie va être purifiée, il va avoir droit à sa DGC. Le fait de venir brancher une gestion,
est-ce que ça implique d'émettre des nouvelles actions? Vous procédez à ce moment-là? Faites-vous un roulement? On fait un roulement, oui, avec l'article 85. Voilà, une petite question technique, un petit peu comme Benjamin, pour vouloir distinguer. On parlait de CDC, puis on va risquer de créer un peu de CDC, surtout si on veut vendre les actions pour déclencher un peu de gain, pourquoi qu'on va utiliser des pertes antérieures. Est-ce qu'il va y avoir de CDC comment fonctionne le versement d'un CDC? Dans le fond, c'est lorsqu'on déclare des dividendes à une certaine personne, puis on fait le choix de le verser selon le compte de CDC. Le compte de CDC, c'est un compte de dividendes qu'on peut verser libre d'impôt. Donc la personne qui reçoit n'a pas d'impact fiscal. Comment ça fonctionne le CDC? Dans le fond, c'est les gains en capital viennent augmenter ce compte-là. Il y a les assurances vie, les biens admissibles, s'il y a des ventes de biens admissibles, immobilisation corporelle, pardon. Donc toutes ces ventes-là où on a un gain en capital la partie non imposable vient augmenter ce compte-là. Et ainsi le compte s'accumule et ces montants-là, on pourra les verser libre d'impôt. Et au niveau de la paperasse, c'est une paperasse particulière à faire? C'est sûr qu'il y a un choix à faire au niveau de l'entreprise pour dire qu'elle fait le choix de verser ce dividende-là de son compte de dividende capital. Est-ce que c'est un T5 ou c'est un autre formulaire que ça? C'est un autre formulaire, ça. OK. Savez-vous c'est lequel? C'est vraiment pas une question. C'est bon. Je pense que c'est un T2054. Mais ça, c'est pas grave. On cherche. Il faut aussi dire que les CDC, c'est des comptes qui s'influencent pas aussi. Dans le sens que c'est dans un compte négatif, il ne vient pas affecter l'autre silo. C'est ça. Oui, juste pour votre notice, tant qu'à faire, j'ai aussi un point de formation. Ma question était piège, par contre. Dites-le aux autres équipes. Un prêt en société liée, c'est pas admissible à une PDP. En cas qui est là, le piège est là. Vous les posez, vous avez votre courage. Mais nous, les présentations sont en installation. Non, mais c'est aussi pour vous. Pas dans Des fois, les étudiants se parlent. J'ai été étudiant, puis ça fait pas longtemps. Ça paraît. Je sais pas si c'est La distinction. Mais, non, c'est bon. Merci. Merci.